Tu connais ce moment, le soir, ou peut-être au milieu de la journée, sans prévenir. Une phrase revient, un regard, un choix, un détail insignifiant pour les autres, mais pour toi, un gouffre. Tu analyses, tu retournes, tu déconstruis, tu repasses la scène 1000 fois dans ta tête, en cherchant ce que tu aurais pu dire autrement, ce que tu aurais dû comprendre, ce que tu as peut-être raté. Tu te dis que tu réfléchis trop, que tu deviens fou, que tu n'arrives pas à laisser tomber. Tu te demandes ce qui cloche chez toi. Mais pose-toi une question. Et si ton cerveau n'était pas en train de te saboter, mais de te protéger? Et si cette spirale mentale n'était pas un défaut, ni une faiblesse, ni un manque de confiance, mais un mécanisme de défense conçu pour te maintenir en vie? Tu penses que tu suranalyses parce que tu as peur, parce que tu es anxieux, parce que tu n'arrives pas à contrôler ton esprit. Mais la vérité est plus subtile, plus profonde, presque biologique. Ton overthinking n'est pas un problème mental, c'est un système de survie mal calibré. Une alarme restée activée après la tempête. Ton cerveau ne cherche pas à te torturer. Il anticipe, il prédit, il essaie de te protéger d'une douleur que tu as déjà connue. Ce n'est pas de la réflexion excessive, c'est une stratégie de survie. Le problème, c'est que personne ne te l'a dit, alors tu t'en veux. Tu crois que tu n'es pas normal, tu crois que les autres vivent plus simplement que toi, qu'ils pensent juste ce qu'il faut, qu'ils dorment sans refaire le film de leur journée, qu'ils avancent sans décortiquer chaque signe, chaque nuance, chaque possibilité. Mais tu te trompes. Ceux qui suranalysent ne sont pas faibles. Ce sont ceux qui ont survécu, ceux qui ont dû interpréter le monde très tôt pour se protéger, ceux qui ont appris que ne pas anticiper, c'était se mettre en danger. Ton cerveau, quelque part dans ton passé, a enregistré que la sécurité n'était jamais garantie. Alors maintenant, même dans le calme, même quand rien ne menace, il continue d'observer, de calculer, de prévoir. Il imagine les pires scénarios pour t'éviter de revivre ce qui t'a fait mal. Il revoit les scènes passées pour comprendre où est la faille. Il analyse les comportements des autres parce qu'il a appris que le danger pouvait se cacher dans les silences, dans les petits détails, dans les choses que personne ne voit, sauf toi. Et tu appelles ça trop penser. Mais en réalité, c'est ton esprit qui dit « Je ne veux plus jamais revivre ça ». Dans cette vidéo, on va plonger au cœur de cette mécanique invisible. Pourquoi ton cerveau refuse-t-il de lâcher prise? Pourquoi repasse-t-il les choses encore et encore? Pourquoi te fait-il imaginer toutes les issues possibles, même celles qui n'ont aucun sens? Et surtout, comment arrêter de te battre contre lui et commencer enfin à l'écouter? Parce que oui, ton overthinking n'est pas ton ennemi. Il est la trace vivante de ce que tu as traversé, la preuve que tu as dû te protéger seul avant d'être prêt, la preuve que ton esprit a fait de son mieux pour survivre. Alors non, tu n'es pas cassé, tu es vigilant, tu es sensible, tu es un être qui a appris à analyser pour éviter la douleur. Et aujourd'hui, tu vas comprendre une chose essentielle. Si tu veux cesser de surpenser, tu ne dois pas éteindre ton cerveau, mais le rassurer. Ton cerveau ne réfléchit pas trop. Il essaie de te protéger. Tu t'es souvent demandé pourquoi ton esprit s'emballe si vite. Pourquoi un simple message non répondu se transforme en scénario catastrophique. Pourquoi une erreur minuscule devient une menace existentielle dans ta tête. Pourquoi tu revis constamment les mêmes conversations, comme si ton cerveau refusait d'accepter que la scène était terminée. Tu te dis que tu réfléchis trop, que tu es trop sensible, trop anxieux, trop fragile. Mais ce diagnostic simpliste masque une vérité beaucoup plus profonde. Ton cerveau ne réfléchit pas trop. Il réfléchit comme si ta survie en dépendait. Et d'une certaine façon, c'est vrai. Pas ta survie actuelle, non. Mais ta survie de l'époque où tu n'avais pas les ressources, pas les mots, pas la protection nécessaire pour te sentir en sécurité. C'est là que ce mécanisme s'était né. Tu vois, le cerveau humain n'a jamais été conçu pour le bonheur. Il a été conçu pour te maintenir en vie. Son obsession, c'est la survie.
Et pour survivre, il préfère exagérer les dangers, plutôt que d'en manquer un seul. Sur le plan évolutionnaire, c'est logique. Mieux vaut confondre un buisson avec un prédateur que l'inverse. Ton cerveau est programmé pour anticiper les menaces, même quand il n'y en a pas. Il scrute, il prévoit, il calcule. Et il le fait surtout quand, quelque part dans ta vie, un moment t'a appris que le danger peut surgir sans prévenir, que quelque chose peut mal tourner d'un instant à l'autre, que ce que tu croyais stable peut s'effondrer en silence. Alors ton cerveau a appris à trop voir, à trop sentir, à trop analyser. Ce que tu appelles overthinking n'est pas un excès, c'est une stratégie, une hypervigilance émotionnelle. L'un des organes les plus importants dans cette dynamique, c'est l'amygdale, une petite région du cerveau, ancienne, primitive, chargée de détecter les menaces. Elle est rapide, impulsive, irrationnelle. Elle ne réfléchit pas, elle réagit. Elle prend un détail, un silence, un changement de ton, un manque de cohérence dans une réponse. Et elle sonne l'alarme. Elle te dit « Attention, danger possible ». Mais la particularité de l'amygdale, c'est qu'elle ne distingue pas le danger réel du danger émotionnel. Pour elle, un souvenir douloureux et un prédateur, c'est la même chose. Un silence d'aujourd'hui peut réactiver une peur d'hier. Et soudain, ton cerveau part dans tous les sens. Non pas parce qu'il dysfonctionne, mais parce qu'il a appris qu'il ne peut pas se permettre d'être inattentif. Ce mécanisme est souvent enraciné dans des expériences anciennes, parfois traumatiques, parfois simplement marquantes. Peut-être as-tu grandi dans un environnement où tu devais constamment interpréter les émotions des autres pour éviter un conflit. Peut-être as-tu vécu dans une maison où un seul mot pouvait tout faire exploser. Peut-être as-tu été trahi à un moment où tu croyais être en sécurité. Peut-être as-tu appris très jeune que l'imprévisible peut faire mal. Alors ton cerveau a pris une décision sans te demander ton avis. Il a commencé à tout analyser, tout prévoir, tout anticiper. C'était sa façon à lui de te protéger. Quand tu repasses 1000 fois la même scène dans ta tête, ce n'est pas que tu refuses de tourner la page. C'est ton cerveau qui tente de comprendre ce qu'il a raté. Il veut identifier le détail qu'il aurait dû remarquer pour éviter la douleur. Il revisite le passé pour mieux se préparer au futur. C'est sa logique interne. Si je comprends tout, alors rien ne pourra me surprendre. Le problème, c'est qu'il ne sait pas s'arrêter. Il cherche une certitude impossible. Il te fait revisiter ce qui est terminé, comme si ta survie dépendait de la conclusion parfaite. Et toi, tu te crois incapable de lâcher prise, alors que la réalité était bien différente. Tu as appris à survivre par l'analyse, et ton cerveau continue d'utiliser cette stratégie, même quand le danger n'est plus là. Tu penses que tu réfléchis trop, mais en vérité, ton cerveau essaie de prévenir la douleur. Il tente de déceler dans le présent les signes qui lui rappellent le passé. Il compare, il relie, il anticipe. Il veut éviter le choc, l'injustice, la surprise douloureuse. Douloureuse, et comme il ne peut pas t'empêcher de vivre, il essaie au moins de t'empêcher de souffrir. Souvent, il se trompe. Souvent, il en fait trop. Souvent, il voit des menaces dans des situations ordinaires. Mais son intention n'est pas de te punir. Son intention est de te protéger, à sa manière maladroite, archaïque, excessive. C'est pour cela que l'overthinking te paraît incontrôlable, parce qu'il ne vient pas du rationalisme. Il vient du système d'alarme interne. L'amygdale déclenche la peur, le cortex préfrontal tente de raisonner, puis les deux entrent dans une boucle. Tu penses pour calmer la peur. Mais plus tu penses, plus l'amygdale trouve des raisons d'avoir peur. C'est un faux contrôle, un labyrinthe mental. Et tu te retrouves coincé entre deux forces. L'une qui dit « protège-toi », l'autre qui dit « calme-toi ». Et aucune ne gagne vraiment. Le plus douloureux dans tout cela, c'est qu'on t'a fait croire que tu étais le problème. Que tu devais arrêter de trop penser, relativiser, lâcher prise, comme si c'était une question de volonté, comme si tu choisissais cette spirale, comme si tu voulais tourner en rond. Mais personne ne t'a expliqué que ton cerveau fonctionne comme ça parce qu'il a été entraîné à survivre, pas à vivre.
Alors tu t'en veux pour un mécanisme qui ne t'appartient même pas entièrement. Tu te juges alors que ton cerveau essaie de t'aider. Il le fait mal, oui. Il le fait trop, oui. Mais il le fait parce qu'il croit que tu es en danger. Et c'est là que commence le changement. Le jour où tu cesses de considérer ton overthinking comme un ennemi et que tu le reconnais pour ce qu'il est vraiment, un système d'alarme bloqué en position on. Il ne s'agit pas de l'éteindre, mais de l'apaiser. Il ne s'agit pas de lutter, mais de comprendre. Tu n'es pas cassé. Tu es protégé. Excessivement protégé. Mal protégé. Mais protégé quand même. Et si tu veux retrouver la paix, tu ne dois pas punir ton cerveau pour sa vigilance. Tu dois lui apprendre qu'il n'a plus besoin de sonner l'alarme. La boucle du suranalyse. Neuroscience d'un piège mental. Tu crois peut-être que ton overthinking est un simple excès de réflexion, une sorte de bavardage mental dont tu pourrais te débarrasser avec un peu de volonté. Mais en réalité, ce phénomène n'a rien d'anodin. Il repose sur une mécanique neurologique précise, presque élégante dans sa complexité, mais terriblement épuisante dans ton quotidien. Pour comprendre pourquoi tu te retrouves prisonnier de tes pensées, il faut descendre au cœur du conflit invisible qui se joue dans ton cerveau. Une lutte constante entre deux forces, deux régions, deux logiques, l'une qui veut te protéger, l'autre qui veut te raisonner. Et dans ce duel silencieux, c'est souvent la peur qui l'emporte. D'un côté, il y a l'amygdale. C'est elle qui détecte ce qui pourrait mal tourner, même quand rien ne menace réellement. Elle fonctionne comme une sirène interne, toujours à la recherche de signaux faibles, un changement d'expression, un ton trop sec, un silence imprévu, un souvenir qui remonte sans prévenir. L'amygdale n'est pas rationnelle, elle est rapide. Elle ne cherche pas la vérité, elle cherche la sécurité. Elle n'analyse pas l'intention des autres, elle détecte simplement ce qui pourrait te blesser. C'est un système d'alerte archaïque, programmé depuis des millions d'années pour éviter le danger à tout prix. Et dans un monde où les prédateurs ne sont plus des animaux, mais des émotions, des souvenirs, des phrases ambiguës, l'amygdale sonne l'alarme tout aussi fort qu'avant. De l'autre côté, il y a le cortex préfrontal. C'est lui qui tente de raisonner, d'expliquer, de relativiser. C'est lui qui essaie de calmer la tempête émotionnelle. Il observe les pensées, il organise, il structure. Mais il a un défaut majeur. Il est lent, trop lent pour suivre le rythme d'une amygdale en panique. Alors quand la peur surgit, le cortex préfrontal se met à travailler frénétiquement pour compenser. Il cherche des solutions, élabore des scénarios, crée des hypothèses. Et c'est là que la boucle commence. L'amygdale dit « Quelque chose ne va pas ». Le cortex répond « Attends, je vais comprendre ». Et dans cet échange, tu es emporté. Tu revis la dernière conversation. Tu décortiques une phrase en apparence anodine. Tu examines chaque détail, comme si ta vie en dépendait. Tu imagines les pires issues. Tu cherches une logique, une certitude, une explication qui mettrait enfin fin à l'alarme. Mais il n'y a rien à trouver, parce que la peur ne contient pas de vérité, seulement un signal. Et tant que tu cherches la vérité dans un signal émotionnel, tu ne fais que prolonger la boucle. Ton cerveau tombe alors dans ce que les neuroscientifiques appellent la rumination cognitive, un cycle fermé de pensée, où le cortex préfrontal essaie désespérément de résoudre ce que l'amygdale ressent, alors que l'amygdale continue de ressentir parce qu'elle voit le cortex réfléchir. C'est un cercle vicieux, parfait, presque mécanique. La pensée nourrit l'émotion nourrit la pensée. Le danger imaginé devient un danger ressenti, et le danger ressenti devient un danger analysé. Tu te dis, si je pense assez longtemps, je vais trouver la solution. Mais ton cerveau lui dit, si je reste assez vigilant, je serai prêt à tout. Et aucun des deux ne lâche prise. Ce besoin constant de certitude est ce qui te piège le plus profondément. L'overthinking est une tentative de réduire l'incertitude au minimum. C'est une illusion de contrôle. Ton cerveau croit que s'il explore tous les scénarios possibles, même les plus improbables, il pourra prédire l'avenir, éviter l'erreur, anticiper la blessure. Il croit que comprendre suffit à protéger. Alors il scanne, analyse,
dissèque, compare. Il revisite le passé pour tenter de deviner le futur. Il observe les gestes des autres comme s'ils contenaient des indices cachés. Il interprète chaque silence, chaque détail, chaque nuance émotionnelle. Mais la vérité, c'est brutal. Tu pourrais réfléchir 1000 fois plus et tu n'aurais jamais la certitude que ton cerveau recherche. Parce que la certitude est un concept émotionnel, pas logique. Et ton cerveau confond les deux. Il croit que plus il pense, plus il contrôle. Mais en réalité, plus il pense, plus il s'enchaîne. Plus il imagine, plus il s'effraie. Plus il anticipe, plus il se dissocie du présent. La boucle de suranalyse, c'est l'espoir désespéré que la pensée puisse calmer la peur. Mais la peur n'écoute pas la logique. Elle écoute le passé. Elle écoute le danger appris. Elle écoute les blessures anciennes. Alors, au lieu de t'apaiser, ton cortex préfrontal devient le serviteur d'une alarme émotionnelle. Tu analyses pour calmer la peur. Mais c'est l'analyse elle-même qui maintient la peur en vie. Et c'est pour cela que parfois, tu te réveilles fatigué alors que tu n'as rien fait, que ton corps est épuisé alors que tu n'as pas bougé, que ton esprit est saturé alors que la journée n'a même pas commencé. Parce que l'overthinking n'est pas une activité mentale neutre. C'est un état de vigilance constante, un stress chronique, une tension intérieure permanente. Ton corps vit dans le futur, ton cœur vit dans le passé. Et ton présent disparaît. Tu n'es pas faible, tu n'es pas trop sensible, tu n'es pas compliqué. Tu es quelqu'un dont le cerveau travaille en temps réel pour anticiper les menaces, au point de les créer. Et il le fait parce qu'il a appris que se relâcher peut être dangereux. Il préfère t'épuiser que te faire risquer une douleur. C'est sa logique interne, c'est sa manière de t'aimer, même si cette manière te fait mal. La boucle du suranalyse n'est donc pas un dysfonctionnement. C'est un excès de protection. Ton cerveau ne cherche pas la vérité. Il cherche la sécurité. Et il la cherche tellement fort qu'il te la vole. Le jour où tu comprendras cela, vraiment, profondément, alors quelque chose en toi commencera à se détendre pour la première fois. Parce que tu verras enfin l'overthinking, non pas comme un ennemi à écraser, mais comme un enfant effrayé à rassurer. Un mécanisme de survie qui n'a jamais appris à mettre son armure au repos. Une alarme qui reste activée parce qu'elle ne sait pas que le danger est passé. Et c'est là que le vrai travail commence. Apprendre à dire à ton esprit ce qu'il attend depuis si longtemps. Tu peux souffler maintenant, on n'est plus en danger. Ce que l'overthinking dit réellement de toi. Tu t'es peut-être longtemps vu comme quelqu'un de trop sensible, trop fragile, trop compliqué. On t'a peut-être même dit que tu devais arrêter de réfléchir, que tu devais te détendre, que tu faisais des montagnes de rien. À force d'entendre cela, tu as fini par croire que ton esprit était défaillant, que ta manière de ressentir et d'analyser était une anomalie qu'il fallait corriger. Pourtant, si tu regardais ton overthinking avec un œil plus doux, plus lucide, tu y verrais quelque chose que personne ne t'a jamais montré. Ton suranalyse n'est pas le signe d'un esprit dysfonctionnel, mais celui d'un esprit hyper développé, hyper conscient, hyper adapté. Ce que tu appelles ta faiblesse est en réalité le témoignage silencieux d'une intelligence émotionnelle qui a dû se construire trop tôt. L'une des premières choses que révèle ton overthinking, c'est ta sensibilité aux nuances. Beaucoup de gens traversent leurs interactions comme on traverserait une pièce dans le noir, en tâtonnant, en se cognant, sans véritable perception des détails. Toi, au contraire, tu remarques tout, le ton d'une réponse, le regard qui change, le corps qui se crispe, l'énergie d'une pièce, les silences entre les mots. Tu captes les micro-signaux, les micro-tensions, les choses que les autres ne remarquent même pas. Tu analyses ce que les gens disent, mais surtout ce qu'ils ne disent pas. Ce n'est pas un défaut, c'est le signe d'un esprit hyper attentif, d'un système nerveux affûté. Ton cerveau n'a pas trop développé la perception. Il l'a optimisé parce qu'il a appris que, dans ton passé, les nuances faisaient parfois toute la différence. Un changement de ton pouvait annoncer un conflit. Un silence pouvait annoncer une déception.
Un geste pouvait annoncer un danger émotionnel. Alors ton esprit a appris à décoder avant les autres. Il a appris à lire entre les lignes pour survivre. Ton overthinking révèle également quelque chose d'encore plus important. Tu as grandi dans un environnement où il fallait anticiper. Pour certaines personnes, la vie a été assez stable pour qu'elles puissent se détendre naturellement. Elles n'avaient pas besoin d'être en alerte, pas besoin de prévoir toutes les issues, pas besoin de vérifier si tout allait vraiment bien. Toi, si, tu as appris à penser avant d'agir, à réfléchir avant de ressentir, à analyser avant de t'abandonner. Parce que l'imprévisible t'a abîmé, parce que tu n'avais pas la garantie que tout irait bien. Vers 8, 10 ou 12 ans, ton esprit a dû jouer un rôle qui n'était pas le sien, celui du protecteur. Tu es devenu l'observateur, celui qui regarde tout, celui qui comprend trop vite, celui qui voit ce que les autres ignorent. Tu n'as pas développé l'overthinking parce que tu es né fragile. Tu l'as développé parce que tu as dû devenir fort trop vite. La troisième chose que révèle ton suranalyse, c'est ton haut niveau de conscience émotionnelle. Contrairement à ce que tu crois, l'overthinking n'est pas le signe d'un manque de contrôle. C'est au contraire le signe d'un cerveau qui ressent profondément et qui tente de comprendre ce qu'il ressent. Tu n'es pas quelqu'un qui pense trop. Tu es quelqu'un qui ressent tellement fort que ton esprit essaie de mettre de l'ordre dans ce flux émotionnel. Quand tu revis quelque chose 10 fois, ce n'est pas obsessionnel. C'est une tentative de structurer une émotion qui a été trop intense pour être digérée sur le moment. Les gens qui ne ressentent pas profondément n'analysent pas profondément. L'analyse est une réaction directe à l'intensité intérieure. Cela ne te rend pas faible, cela te rend humain. Mais ce que ton overthinking révèle surtout, c'est que tu n'as jamais vécu dans un environnement suffisamment sûr. Dans un environnement stable, prévisible, aimant, le cerveau apprend à se reposer. Il apprend à faire confiance. Il apprend à se détendre. Il apprend qu'il peut être vulnérable sans danger. Le tien n'a jamais vraiment appris cela. Tu as grandi dans un monde où le calme n'était jamais garanti, où les émotions des autres pouvaient exploser sans prévenir, où tu devais être l'adulte avant d'être l'enfant. Alors ton cerveau a intégré une idée fondamentale. Je ne suis jamais complètement en sécurité. Et il vit encore selon cette logique aujourd'hui, même si ton présent n'a plus rien à voir avec ton passé. Ton système nerveux est resté bloqué dans un mode de vigilance. Il te protège d'un danger qui n'existe plus, mais qu'il n'a jamais vraiment compris comme terminé. Tu crois que ton esprit te sabote, mais en réalité, il est resté fidèle à la version de toi qui avait peur. Si tu regardes attentivement ton overthinking, tu verras un enfant qui essaye encore de comprendre pourquoi les choses sont devenues soudain instables. Tu verras un adolescent qui essaie encore de prévoir les réactions des autres pour éviter le rejet. Tu verras un jeune adulte qui tente encore de tout maîtriser pour ne plus jamais ressentir cette même blessure. L'overthinking, c'est l'écho d'un passé non résolu. Ce n'est pas un dysfonctionnement, c'est un mécanisme de protection coincé dans le temps. Et pourtant, il y a quelque chose de profondément beau dans cette hyperactivité mentale. Elle montre que tu n'as jamais cessé de chercher la vérité. Tu veux comprendre, tu veux apprendre, tu veux devenir meilleur, tu veux éviter de blesser et d'être blessé. Tu veux que les choses aient du sens, tu veux faire le bon choix, tu veux te protéger sans faire de mal. Cette quête intérieure, cette intensité, cette lucidité, c'est que ce que d'autres appellent la conscience. Ton esprit n'est pas trop, il est profond. Ce que dit ton overthinking au fond, c'est ceci. Tu as survécu à des choses qui t'ont obligé à voir le monde autrement. Et ton cerveau essaie encore de t'aider comme il le peut. Et maintenant, que fais-tu de cette vérité? Tu arrêtes enfin de te juger. Tu arrêtes de croire que tu dois te réparer. Tu arrêtes de considérer ton esprit comme ton ennemi. Tu apprends à voir ton hyperanalyse comme une preuve de résilience, pas comme une malédiction. Parce que ce que tu as appelé défaut pendant toute ta vie, était en réalité une forme de puissance. Une puissance non disciplinée, oui. Une puissance anxieuse, parfois. Une puissance mal dirigée, souvent. Mais une puissance quand même. Et à partir d'ici,
tu vas pouvoir la réorienter, non plus pour survivre, mais pour vivre. Sortir du piège, calmer ton cerveau sans violence. Tu as passé des années à te battre contre ton esprit, à essayer de l'arrêter, de le faire taire, de l'étouffer. Tu as essayé de rationaliser, de te distraire, de te forcer à penser à autre chose. Tu t'es répété que tu devais lâcher prise, que tu devais arrêter de te torturer. Mais plus tu luttais, plus tu t'enfonçais. Parce qu'on ne se libère jamais d'un mécanisme de survie en le combattant. On ne calme pas un enfant qui hurle en lui criant dessus. On ne rassure pas une alarme en la frappant. On ne pacifie pas un cerveau en panique en le culpabilisant. L'overthinking n'est pas un ennemi. C'est une partie de toi qui a peur. Une partie de toi qui essaie de te dire quelque chose, depuis longtemps. Une partie de toi qui a appris que la sécurité dépendait de l'analyse constante. Et cette partie-là a besoin d'être apaisée, pas écrasée. Pour sortir du piège, il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre. Il ne s'agit pas de supprimer ton intensité mentale. Il ne s'agit pas de devenir soudain un être insouciant et déconnecté. Il s'agit de réapprendre à ton cerveau ce qu'il n'a jamais vraiment su, se sentir en sécurité dans l'instant présent. Et ce réapprentissage ne passe pas par la logique, il passe par le corps. Parce que la vérité, c'est que l'overthinking est un problème somatique avant d'être un problème cognitif. Tu ne penses pas trop parce que tu es trop cérébral. Tu penses trop parce que ton corps vit dans un état d'alerte invisible. Tant que ton système nerveux est tendu, ton esprit cherchera des raisons pour justifier cette tension. Il inventera des scénarios, amplifiera les nuances, relira le passé. Non pas parce que tu veux comprendre, mais parce que ton corps est en mode danger. Ta tête suit ton corps, pas l'inverse. Alors pour calmer l'esprit, il faut d'abord calmer le système nerveux. Le premier pas est d'apprendre à revenir dans le présent physiquement, pas mentalement, physiquement. Sans le sol sous tes pieds, sans la température de la pièce, sans ta respiration, sans vouloir la contrôler. Ton cerveau ne peut pas ruminer profondément quand il est ancré dans des sensations concrètes. L'amygdale se calme quand elle perçoit des signaux de sécurité corporelle. Ça paraît simple, presque naïf, mais c'est précisément ce que ton esprit n'a jamais appris à faire. Ressentir le présent plutôt que contrôler le futur. Ensuite, il y a cet exercice que ton cerveau n'a jamais toléré. Laisser une pensée inachevée. Laisser une question sans réponse. Laisser un scénario incomplet. Laisser un doute exister sans chercher à l'éteindre. Au début, c'est douloureux. Tu vas sentir une tension monter dans le corps. L'impression que quelque chose n'est pas normal, que tu vas oublier un détail important, que tu dois absolument comprendre, vérifier, anticiper. C'est normal, ce n'est pas de l'angoisse. C'est le sevrage d'un mécanisme qui a fonctionné pendant des années. Ton cerveau a confondu réflexion et protection. Alors quand tu arrêtes de réfléchir, il panique, comme si tu coupais sa seule arme. Mais si tu restes avec cette sensation quelques secondes, puis quelques minutes, quelque chose va se passer. L'alarme ne sonnera pas plus fort, elle va diminuer. Tu vas découvrir que rien de terrible n'arrive quand tu ne comprends pas tout, que la vie continue même si tu ne maîtrises pas chaque nuance. C'est l'un des plus grands apprentissages de ta vie. L'inachevé n'est pas dangereux, le doute n'est pas un ennemi, le silence n'annonce pas forcément un drame. Une autre manière de sortir de la boucle consiste à apprendre à utiliser ton corps pour interrompre la pensée. Pas pour l'éteindre, mais pour la détourner. Prendre une douche chaude, sortir marcher, faire un mouvement répétitif, boire quelque chose de froid, s'étirer, respirer profondément, pas pour relaxer, mais pour envoyer un signal de sécurité à ton système nerveux. Tu n'as pas besoin de comprendre ta peur pour la calmer. Tu dois simplement donner à ton cerveau la preuve sensorielle que tu n'es pas en danger. Ce sont des gestes simples, mais ce sont eux qui disent « On est ici, on est maintenant, on est vivant, rien ne menace ». Parce que ce que l'overthinking recherche vraiment, ce n'est pas la vérité, c'est la certitude. C'est un moyen désespéré d'essayer de tenir le monde dans tes mains. Mais le monde n'entre jamais dans la main. Il s'expérimente, il se ressent, il se vit dans l'imperfection. Et plus tu t'autorises à vivre sans tout comprendre, plus ton cerveau désapprend la panique. Le dernier point, peut-être le plus transformateur, est ceci.
Tu dois arrêter de traiter ton esprit comme un problème à résoudre. Tu dois cesser de lui dire « tais-toi, calme-toi, arrête ». Parce que ces phrases ne le rassurent pas. Elles l'humilient. Elles lui rappellent les moments de ta vie où tu n'as pas eu le droit d'exprimer ta peur, ta colère, ton besoin de protection. Trop souvent, l'overthinking n'est pas la voix de ta raison, mais la voix de ton enfant intérieur resté seul trop longtemps. Cette voix dit « Regarde-moi, écoute-moi, je n'ai jamais été rassuré ». Alors si tu l'affrontes, elle crie plus fort. Si tu la juges, elle se tend. Si tu la fais taire, elle s'enfonce dans les profondeurs et revient la nuit quand tu veux dormir. Le chemin, le vrai, passe par la compassion. Dire à ton esprit « Je comprends pourquoi tu paniques. Je comprends pourquoi tu anticipes. Je comprends pourquoi tu imagines le pire. Tu as dû survivre. Tu as dû prévoir. Tu as dû comprendre avant tout le monde. » Et petit à petit, ton système nerveux va accepter que sa mission n'est plus de tout contrôler, mais de t'accompagner. Tu vas apprendre à remplacer la certitude par la présence, à remplacer la tension par la permission, à remplacer le contrôle par la sécurité intérieure. Tu ne te libéreras jamais de l'overthinking en devenant insensible ou détaché. Tu t'en libéreras en devenant plus vivant, plus ancré, plus doux avec toi-même. Le jour où ton cerveau comprendra qu'il n'a plus besoin de te protéger contre ton passé, il arrêtera de détruire ton présent. Ce que tu cherches n'est pas la fin de tes pensées. Ce que tu cherches, c'est la fin de ta peur. Et la seule manière d'y parvenir, c'est d'apprendre à dire à ton esprit ce que personne ne lui a jamais dit. Tu peux te reposer maintenant. Tu n'es pas cassé, tu es protégé. Tu as passé tant de temps à croire que ton esprit était ton ennemi. Tu t'es vu comme quelqu'un d'excessif, de fragile, de trop. Tu as essayé de te corriger, de te discipliner, de te faire taire. Tu pensais que si tu pouvais juste arrêter de trop réfléchir, tout irait mieux. Et cette guerre silencieuse que tu menais contre toi-même t'a épuisé. Elle t'a fait croire que quelque chose en toi était défaillant. Mais aujourd'hui, après tout ce chemin, tu peux enfin voir ce que tu n'avais jamais vu. Ton cerveau n'a jamais été contre toi. Il a été avec toi depuis le premier jour. Même lorsqu'il te faisait souffrir. Même lorsqu'il te submergeait. Même lorsqu'il déclenchait une tempête à partir d'un simple silence. Ce n'était pas de la cruauté. C'était de la protection. Ton overthinking n'est pas le signe d'un esprit abîmé. C'est le signe d'un esprit qui n'a jamais cessé de veiller. Un esprit qui a appris trop tôt que la sécurité n'était jamais garantie. Un esprit qui a dû anticiper parce que personne ne te rassurait. Un esprit qui a dû analyser parce que l'imprévisible faisait trop mal. Un esprit qui a dû comprendre avant même de savoir respirer librement. Et cet esprit, aussi fatigant soit-il, t'a permis de survivre. Il t'a protégé dans les moments où tu ne savais pas comment te protéger toi-même. Il t'a tenu en éveil quand tu te sentais seul. Il t'a donné de la vigilance quand tu aurais voulu de la tendresse. Il t'a donné du contrôle quand tu aurais voulu du repos. Alors, oui, parfois il se trompe. Parfois il t'alarme pour rien. Parfois il reconstruit une douleur qui n'existe plus. Mais c'est la réaction normale d'un système qui a appris à vivre dans la menace. Ce que tu vis n'est pas un dysfonctionnement. C'est un mécanisme de survie prolongé au-delà de sa durée. Ton cerveau a été programmé pour la tempête et personne ne lui a appris à reconnaître le calme. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus besoin de te battre contre lui. Tu peux apprendre à l'écouter autrement, non plus comme une voix qui te tyrannise, mais comme une voix qui a peur. Une voix qui demande ce qu'elle n'a jamais reçu. La sécurité, le réconfort, la certitude que le danger est passé. Chaque fois que tu pratiques la présence, le grounding, la respiration, chaque fois que tu acceptes de laisser une pensée inachevée, tu envoies un message à ton système nerveux. Tu n'as plus besoin d'être en alerte. Et petit à petit, ce message s'imprime. Ton esprit apprend que le monde n'est plus le même, que tu n'es plus l'enfant qui devait tout prévoir, que tu peux maintenant vivre et non survivre. Tu ne guéris pas l'overthinking par la force, mais par la douceur. Pas par la logique, mais par la sécurité intérieure. Pas en coupant ton esprit, mais en lui permettant enfin de se reposer. Et lorsque ton cerveau commencera à comprendre cela, quelque chose de subtil va changer en toi. Une respiration plus profonde,
Une soirée un peu plus calme. Un moment où tu ne repasses pas les détails. Une conversation où tu ne cherches pas les sous-entendus. Une décision que tu prends sans l'analyser 100 fois. Ce ne sera pas spectaculaire. Ce sera réel. Et dans cette lente transformation, tu découvriras une vérité que personne ne t'avait jamais dite. Tu n'es pas cassé. Tu n'es pas trop. Tu n'es pas fragile. Tu es quelqu'un qui a appris à survivre sans manuel d'instruction. Quelqu'un qui a été vigilant trop longtemps. Quelqu'un qui mérite enfin la paix. La guérison ne consiste pas à devenir quelqu'un d'autre. Elle consiste à devenir quelqu'un qui se sent en sécurité d'être lui-même. Et aujourd'hui, tu fais le premier pas. Tu cesses enfin de te battre contre ton esprit. Tu commences à marcher avec lui. Et c'est ainsi que, doucement, tu redeviens entier.